Est donc passée Belkis Peña de Cressus, 13 jours après sa disparition. Cette femme de 44 ans n'a donné aucun signe de vie. L'enquête exclusive d'Isabelle Hameau et de Bénédicte Jourdi dans ce journal. Et les parents d'élèves de l'école primaire Turenne-Thénard du Gosier sont mobilisés. Ils s'insurgent contre la fermeture d'une classe. Le recteur a pour l'instant fait la sourde oreille. Les explications de Karen Diamin. Et les langues et danses indiennes sont à l'honneur. Le Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes organisait la 10e édition de la dictée hindi. Mais les participants ont également montré que la danse est également vivante. Bonsoir à tous. Elle avait quitté enfants, famille et sa République dominicaine natale pour des jours meilleurs en Guadeloupe il y a 2 ans. Voilà 13 jours que Belkis Peña de Cressus est introuvable. Sa fille, venue en Guadeloupe pour tenter de la retrouver, exclut l'hypothèse d'une disparition volontaire. L'enquête exclusive d'Isabelle Hameau et de Bénédicte Jourdi. Aucun signe de vie de Belkis Peña de Cressus depuis le 1er mai. Pamela, sa fille, la recherche activement avec l'aide de ses proches. Si elle garde encore espoir de retrouver sa mère, la jeune femme pense que les investigations devraient être focalisées sur les dernières personnes à avoir été en contact avec elle, en faisant référence notamment au mari de Belkis. À mon avis, les seules personnes qui savent vraiment où se trouve ma mère, ce sont les 2 dernières personnes qui étaient avec elle le soir de sa disparition. Je pense à la personne qui l'avait déposée chez elle, qui est toujours la même, et son mari. Je pense que la police doit se focaliser plus sur ces 2 personnes-là et on ira plus vite sur l'enquête en trouvant une solution à ce problème. Une requête que partage la communauté dominicaine, qui trouve que cette disparition présente des similitudes avec une autre datant d'il y a 8 ans. Dans le quartier, les mémoires évoquent le sort similaire d'une dominicaine qui fréquentait le même homme. La veille de sa disparition, Belkis préparait l'anniversaire de son amie Sandra. C'est la dernière fois que les 2 femmes se seraient vues. Ça me paraît très bizarre que dans une petite île comme la Guadeloupe, qui a même pas 1 million d'habitants, la fille est disparue comme ça et personne ne sait où elle est, personne ne l'a pas vue. Alors ça me surprend énormément dans une petite île comme la Guadeloupe que la fille disparaît comme ça. Et c'est pas, en plus, ce n'est pas la première fois que ça arrive, ça fait 8 ans. Il y a une fille de San Domingo aussi qui a disparu, on ne l'a jamais retrouvée. Alors j'espère que ce n'est pas le même cas, parce que là on est bien inquiète et ça me fait vraiment la peine. La communauté dominicaine se mobilise activement en distribuant des tracts et des t-shirts inscrits « Yo soy Belkis »,« Je suis Belkis » en espagnol. Des groupes sur différents réseaux sociaux ont été créés également. On veut juste montrer qu'on est tous unis, pour que les gens puissent voir qu'on est là, la communauté espagnole, on est là, on essaie de retrouver Belkis. On veut juste que ça ne reste pas, comme ce n'est pas la première fois ils n'ont rien fait, c'est la 2e fois, on ne veut pas que ça reste comme ça. On veut la retrouver, on veut avoir des nouvelles. Parce que je me dis que si ça aurait été en français, ils auraient déjà fait quelque chose. Comme on est des Espagnols, je trouve qu'ils n'ont rien encore fait pour nous. Depuis le 1er mai, quand même, ça fait déjà 13 jours. Pour l'heure, les recherches demeurent sans résultat. La police chargée de l'enquête a lancé un appel à témoins. De son côté, la communauté dominicaine a organisé cet après-midi une marche mobilisant une centaine de personnes en soutien à la famille de Belkis. Et les parents d'élèves de l'école primaire Turenne-Thénard au Gosier étaient mobilisés ce matin pour protester contre la fermeture d'une classe. C'est la 3e fois qu'ils se mobilisent depuis le début de l'année pour le même motif. Reportage Karen Diamin. Dans la série Suppression de classe, c'est aujourd'hui au tour du groupe scolaire primaire Turenne-Thénard d'être concerné. Avec une capacité d'accueil de 161 élèves, l'école élémentaire du groupe se voit supprimer une fois de plus une de ses classes. L'an dernier, nous avons subi une fermeture de classe. Donc nous nous sommes tus, on a accepté. Voilà qu'encore cette année, qu'on nous annonce une autre fermeture de classe. Nous ne pouvons accepter qu'on nous ferme nos écoles. Nous avons déjà 24-5 enfants déjà dans une classe, ce qui est déjà un effectif quand même déjà assez important. Une situation inacceptable, d'autant plus que l'école accueille une classe plutôt particulière, que l'on appelle Ulysse. 12 élèves en situation d'handicap, donc ils ont besoin d'être encadrés.
Donc ce sont des enfants qui ont une pathologie. Quand vous les mettez dans une classe de 30 élèves, je ne vois pas comment ils pourront avoir une évolution, un épanouissement dans cette école-là. Nos enfants ressentent toujours de la pression et encore de la pression. Je pense qu'il serait temps qu'on mette le côté humain dans cette société-là et qu'on puisse avancer et que nos enfants de demain aient un avenir, je crois. En fermant une classe de l'école, le recteur oblige les professeurs à répartir les 161 élèves à scolariser dans 6 classes, ce qui représente une moyenne de 26,80 par classe, alors que la moyenne tolérée est de 24. Des classes à double niveau où il faudrait intégrer des enfants en situation de handicap, cette situation n'est pas tenable. Nous demandons au recteur tout simplement de faire ce qu'il avait promis, c'est-à-dire que chaque fois que le constat est avéré qu'il faille réouvrir une classe, qu'il le fasse ici parce qu'aujourd'hui, nous sommes bien au-delà des 24 de moyenne en cas de non-réouverture. Et donc aujourd'hui, le recteur doit prendre ses responsabilités. Toujours aux côtés des parents, la Fédération syndicale unitaire pointe du doigt un problème de recensement. Les outils permettant tout simplement de définir le nombre d'enfants à scolariser ne sont pas en adéquation avec la réalité. Ensuite, il ne suffit pas tout simplement de faire un ratio nombre d'élèves par nombre de classes. Il faut aussi voir quelle est la situation de ces élèves, dans quelle situation ils se trouvent en termes de retard scolaire, pour que justement nous puissions abaisser les seuils d'ouverture et de fermeture, pour que demain, on puisse les accueillir correctement. Or, c'est sur ça qu'on est. Tant qu'on restera sur des moyennes de 28 élèves par classe hors éducation prioritaire et 26 en éducation prioritaire, on ne pourra pas fonctionner correctement. Cette ambition, elle passe tout simplement par le fait que l'académie, comme dans les autres académies, puisse bénéficier des fameux 60 000 postes créés par le ministère. Il n'est pas possible de nous voir donc affecter 0 création de postes dans le premier degré, parce qu'aujourd'hui, 0 création de postes dans le premier degré, ça signifie 49 classes fermées dans l'académie. C'est ça la réalité, 49 classes fermées et ce n'est pas acceptable. Avec un comité technique académique prévu le 22 juin prochain, la FSU et l'ensemble des parents d'élèves espèrent vivement que le recteur d'académie récupérera quelques postes au niveau du ministère pour accueillir au mieux les élèves. Depuis un peu plus de 3 mois maintenant, les élèves du collège du Bourg des Abîmes n'ont plus cours d'éducation sportive et physique. Et pour cause, leurs professeurs ont décidé de ne plus les emmener dans les gymnases, des bâtiments non conformes et mal fréquentés. Bénédicte Jourdier. Le gymnase est vide et nous sommes pourtant en semaine. Seuls les agents communaux sont là avec le professeur de PS. Comme ses collègues professeurs de sport, il n'emmène plus ses élèves en cours dans ces locaux jugés insalubres et insécurisés. On est dans l'impasse parce qu'il y a 900 élèves qui travaillent sur ces installations, 7 enseignants, et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas travailler. Toutes les portes restent ouvertes. À chaque début d'après-midi, il nous faut chasser des personnes qui sont venues fumer. Donc les élèves arrivent dans des effluves de drogue, de cannabis. Et une fois qu'on a fait ça, on doit faire face aux individus qui viennent, qui balancent des pierres. Vous voyez, il y a des pierres partout là sur le toit du gymnase. Et quand ça ne touche pas le toit, ça peut toucher des élèves. On a eu des bombes, on a eu des armes retrouvées dans les vestiaires. Des incidents qui pourraient être évités par la présence d'agents de sécurité selon cet enseignant qui rencontre et discute apparemment pour la première fois avec cet agent qui surveille le stade d'à côté. Moi, je ne vous ai jamais vu intervenir sur les jeunes qui fument la drogue dans le gymnase. Jamais. Écoute, je suis contre la drogue. Mais moi, je fais mon boulot. Je viens de vous dire, je prends à 10h30, je laisse à 16h. Les jeunes qui viennent là, ils viennent à partir de 17h. Ah non, non. On a fait 2 inspections avec nos inspecteurs. Le matin, il y avait des jeunes qui fumaient ici. Ah bah c'était pas mon jour alors. Ah oui, mais ça fait 4 ans que c'est pas votre jour alors. Au dire de l'équipe de la mairie, cet agent n'est pas habilité à intervenir. Ils ne sont pas mandatés dans leur fonction. Le problème de l'insécurité des infrastructures sportives est géré par une femme qu'Éric Jalton veut remplacer par un homme pour une meilleure force de dissuasion selon lui. C'est le chat et la souris. On viendra un jour où on mettra la main sur ces individus et les choses rentreront dans l'ordre. Mais évidemment, on ne peut pas garder en permanence l'escadron de police municipale que pour le gymnase des Abîmes. On a sécurisé passivement, comme on dit, en baroudant, on le fait régulièrement, de plus en plus fortement, ces infrastructures. Il y a un agent qui est présent,
dans le stade, un employé communal. Bon, il se trouve que c'est une employée, on va le changer pour mettre un employé, pour être un peu plus dissuasif. Mais ses pouvoirs sont limités, ce n'est pas dans ses prérogatives, c'est de la prérogative de la police municipale. Si l'insécurité est toujours présente, des travaux de renforcement ont été réalisés, notamment sur les toits, afin de limiter les fuites d'eau. D'autres chantiers sont prévus, les marchés ont été attribués selon Éric Jalton, qui annonce par ailleurs qu'il reste disponible pour une audience avec le personnel éducatif. La dernière réunion date de janvier dernier. Jouer au loto ou craindre un malheur, certains d'entre vous diront que le vendredi 13 est un jour comme un autre, mais pour certains, c'est un jour particulier. L'équipe d'ATV Guadeloupe est allée recueillir vos avis, chance ou malchance. Voici vos réponses. C'est la chance. Pourquoi ? Parce que le vendredi 13, en général, c'est la chance. Et est-ce que vous jouez ? Des fois, oui. Combien ? Vous jouez plus le vendredi 13 ? Oui, le vendredi 13, oui, on joue un petit peu plus. Malchance pour moi. Porte chance. Pour moi, non, c'est pas un jour de malchance. Puis ouais, il fait très beau, donc on profite. C'est la chance. Et pourquoi ? Parce qu'on va gagner. Chance ou malheur ? Chance. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas croire dans le mal. Il faut croire en Dieu. Alors personnellement, oui, j'y crois quand même un peu. Donc superstition ou réalité, on ne sait pas exactement. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il faut tenter sa chance quand même. Et puis voir ce que ça donne en fait. Je pense que c'est l'occasion de tenter sa chance parce que si on ne joue pas toute l'année, je pense que le vendredi 13 c'est intéressant pour jouer quelques jeux. Je pense que je crois à la chance. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai joué aussi aujourd'hui, aussi bien au Euromillion qu'au tiercé. Je compte sur la chance. Souvent, cela m'arrive de provoquer la chance. Et ça me porte bonheur. Et on fait comment pour provoquer la chance ? Eh bien, en jouant. Chaque fois que je jouais au loto ou à la loterie, j'ai dit je vais provoquer la chance. Et de toute façon, la chance est de mon côté de temps en temps. Je suis assez content. Je ne crois pas aux chances. C'est une question de destin. Je ne crois pas aux chances. Pour moi, le vendredi 13, c'est un jour comme un autre. Le vendredi, c'est bien pour faire un jeu. Pour un jeu pour tous, pour tous. Mais c'est selon la chance. C'est selon la chance. Parce qu'il y a un jour bon, un jour mauvais. Même si aujourd'hui le 13, ce n'est pas le 13 pour tout le monde. Il y a la malheur aussi. Il y a la chance. Il y a l'amour. Surtout. Et là, il ne s'agit pas de malheur, mais de précaution. L'Agence régionale de santé de la Martinique met en garde la population sur certains répulsifs anti-moustiques. Ils contiendraient des substances actives non autorisées. Ceux vendus comme substances naturelles seraient en fait dangereux pour la santé. Alors, comment bien les choisir ? Frédéric Mazy et Guy-Raphaël René d'ATV Martinique nous donnent quelques pistes. Victime de son succès, impossible de trouver de l'huile essentielle de citronnelle. Elle apparaît pour beaucoup comme la substance idéale pour repousser le moustique. Son aspect naturel en séduit plus d'un. J'ai horreur de tout ce qui est insecticide, qui fait que je suis plutôt à la traditionnelle avec des huiles essentielles. Mais si les insecticides tuent les moustiques, ça sous-entend que ça me tue aussi à petit feu. Vous savez, on vous donne des choses pour... sur la peau, ces produits-là sont néfastes à la longue. Alors, tant qu'à faire, ne pas les utiliser. J'essaie un peu tout pour voir celui qui marche un peu plus. Après, c'est vrai que les huiles de citronnelle, ça fonctionne très bien. Pourtant, l'Agence régionale de santé rappelle que l'huile essentielle de citronnelle est une substance non autorisée par la directive européenne sur les biocides. Exemple de substances actives non listées sur le site des produits autorisés de l'Europe. Vous avez l'huile essentielle de citronnelle. On croit que l'huile essentielle de citronnelle va permettre de repousser les moustiques. Non, non, non. En tous les cas, ce n'est pas prouvé. Un constat qui remettrait aussi en question l'efficacité et la sécurité de ces produits. Pour être autorisé, un produit doit être efficace et ne doit pas présenter de danger pour la santé. Donc, par conséquence, on peut se dire que si la substance n'est pas autorisée, n'est pas sur la liste des produits autorisés par l'Europe et la France, eh bien, soit elle n'est pas efficace,
soit elle est dangereuse. Mais je ne m'avancerai pas pour dire que telle ou telle huile essentielle est dangereuse. L'Agence régionale de santé a référencé les produits jugés efficaces et utilisables par les enfants et les femmes enceintes. Mais dans cette pharmacie, les substances autorisées cohabitent tout de même avec la pharmacopée locale. Il y a une liste de répulsifs qui est éditée par l'ARS, donc qui recommande certains répulsifs. Ils sont tous à base de DEET, c'est du DEET, qui a prouvé un peu son efficacité sur les moustiques. Il y a très peu de résistance. Donc ils sont en majorité presque tous ici. On a des formules un peu plus traditionnelles, tropicalisées, qui sortent un peu de ce côté un peu chimique, qui sont un peu plus naturelles, pour les personnes qui ne veulent pas de produits chimiques sur leur peau, qui sont beaucoup plus sensibles. Justement, est-ce que le naturel... À chacun sa façon de se protéger. Dans tous les cas, la répression des fraudes recommande aussi aux consommateurs d'être attentifs aux étiquettes, bien vérifier la date de péremption du produit et surveiller son niveau de concentration en substances actives. Le conseil départemental organise chaque année au mois de mai au Fort Delgrès et au Fort Fleur d'Épée la manifestation Fort en famille du 21 au 27 mai. L'équipe du service culture et patrimoine a dévoilé à la presse ce matin la programmation de cette édition. Oriane Angélique, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Vous êtes la chef de projet de cette manifestation. Alors Nathalie Dinan et Patrick Curie ont assisté à cette conférence de presse. Ils nous restituent l'essentiel de celle-ci. On regarde ensemble. Merci. Le conseil départemental consacre chaque année une semaine à la commémoration de l'abolition de l'esclavage et à l'épopée de Delgrès. Pour cette 7e édition, placée sous le thème « Apprendre à se connaître pour grandir ensemble », la collectivité a prévu un programme riche et varié. On apprend à nous connaître à partir de nos handicaps, à partir de nos talents quelquefois, à partir de nos carences, à partir de nos douleurs, à partir de ce que nous avons reçu aussi, puisque nous savons que Fort en famille est un événement qui est porteur parce qu'il est porteur de connaissances, de reconnaissance de soi, mais aussi sur le fondamental qui est l'émergence de cette, j'allais dire, classe, race d'hommes qui, au péril de leur vie ou au prix de leur vie, se sont hissés contre le rétablissement de l'esclavage. Fort en famille est un moment de convivialité, mais aussi de communion de tous les Guadeloupéens et de ceux qui partagent cette histoire commune. Et le clou des manifestations, c'est bien le spectacle vivant Gospel sur la colline. Cette année, nous avons aussi Gospel sur la colline. C'est extraordinaire, c'est formidable. C'est 95% de notre diaspora qui est là, afro-caribéenne et particulièrement guadeloupéenne, avec des pointures comme Firmin Richard. Mais nous avons aussi nos pointures en herbe, parce que le conseil départemental a tenu et tient à ce qu'il y ait ce lien en âge, à ce qu'il y ait aussi ces valeurs montantes, quelquefois qui ne sont pas encore connues et qui doivent se confronter aux professionnels. Une incroyable histoire d'amour dans un contexte de ségrégation raciale, une comédie qui réunit pas moins d'une 50aine de personnes, un projet compliqué et au final une merveilleuse aventure. C'est un bon produit, une belle histoire bien racontée. Et nous avons eu le meilleur metteur en scène, la personne de Jean-Luc Moreau. Il a pu avoir aussi un grand directeur musical, Patrice Pereira, que vous avez peut-être déjà vu ici. On retrouve quand même à faire la comédie dedans, je suis encore dedans. C'est du spectacle vivant certes, mais c'est aussi une belle histoire racontée et avec de très belles voix autour de moi. Quand on a une Dominique Magloire, un gars comme Jean-Luc Guizone, qu'on a découvert dans la Starac et qui a fait le Roi Lion. Ce sont des gens qui chantent tellement bien que moi, à côté, de toute façon, on ne me demandait pas de chanter. Enfin, il n'y a que de belles personnes et ça a été une vraie famille tout de suite. Masterclass, Fort en lumière, Fort en mouvement, Fort en scène, ont l'Aubel-Butin et l'occasion de se réapproprier son histoire. Elle est modeste, hein, Firmin Richard. Apprendre à se connaître pour grandir ensemble, comment cette thématique sera déclinée ? Alors effectivement, cette thématique sera déclinée par 2 temps forts. Le spectacle Gospel sur la colline, en fait, qui met en avant 2 communautés, des Noirs et des Blancs, qui vont
devoir cohabiter, fonctionner ensemble et puis grandir ensemble pour faire avancer leur communauté en fait. Et ensuite, par le concert Percujam, on a voulu illustrer le fait que des jeunes adultes autistes musiciens se produisent en lien en âge avec des artistes guadeloupéens au même titre qu'eux. Ils pratiquent cet art qu'est la musique. Donc, de ces différences, faire nos forces. L'accent est bien mis évidemment sur le combat héroïque de Louis Delgrès contre le rétablissement de l'esclavage. Qu'avez-vous prévu justement pour transmettre, j'ai envie de dire, ces valeurs aux jeunes générations ? Alors déjà, le site en lui-même est habité, hein, le fort Delgrès est habité par l'âme de Delgrès. Et effectivement, dans le cadre notamment de la cérémonie officielle de commémoration le 27 mai, nous allons retrouver la troupe Actum qui va présenter les dernières heures de vie de Delgrès sous la forme théâtrale sur la grande scène. Donc le grand public peut venir découvrir cet épisode de notre histoire à midi le 27 mai. Au sein du fort Delgrès. Il y aura d'autres manifestations, je crois, qui vont ponctuer un petit peu cette semaine. Effectivement, alors au Fort en Famille, c'est toujours une programmation très dense et d'ailleurs, on nous le reproche presque. Dès le 21 mai, il y a des masterclass au Fort Fleur d'Épée en compagnie de Benjamin Faleras, créateur de la comédie musicale Gospel sur la colline. Le 26 mai, le spectacle au Fort Delgrès à partir de 19h. Ensuite, le 27 mai, il y a des animations toute la journée, dès 8h, avec la Gauloise, où on a le Coudzier si Carmel. Midi, comme je vous l'ai dit, l'Actum, les dernières heures de Delgrès. De 16h30 à 18h30, il y a des ateliers d'initiation pratique urbaine, puis le concert de Percujam, et enfin le traditionnel film, qui sera le film Port-au-Prince, présenté à partir de 20h, et puis on finit toujours par le feu d'artifice. Voilà. Oriane Angélique, on a le sentiment que le conseil départemental souhaite donner davantage d'envergure à cette manifestation. Alors, cette manifestation a 7 ans. Bon, dès la première édition, on a marqué les ambitions puisqu'il s'agissait de créer un événement qui préfigure le rôle des forts dans le cadre du réseau des forts de la Caraïbe. Donc, à savoir, l'objectif final, hein, et on espère qu'on l'atteindra un jour, c'est de faire une réelle création, un vrai spectacle son et lumière au sein du fort, avec des artistes guadeloupéens, caribéens, autour de l'histoire de la Guadeloupe et de la Caraïbe. Donc là, on est vraiment juste dans la préfiguration de ce qui va se passer un jour. Mais c'est vrai qu'on a des ambitions pour cette manifestation. On souhaiterait qu'elle soit caribéenne, qu'elle se décline dans l'ensemble des forts du réseau. Vous voulez mettre en lumière des pans de l'histoire ou l'histoire en général ? L'histoire de la Guadeloupe dans son essence caribéenne. Mais le Fort en Famille, c'est surtout aussi permettre à la population de se réapproprier les forts. On veut sortir de cette démystification de ces sites considérés un petit peu comme patrimoniaux et pas intéressants. Ils ne sont pas ennuyants. Il y a des choses à apprendre. Ce sont les vitrines aussi de nos talents. Donc on invite la population à se rendre dans les forts, pour Fort en Famille, mais aussi tout au long de l'année. Et c'est là l'objectif de cette manifestation. Fort en Famille, son nom parle pour lui-même. L'idée était de créer une manifestation dédiée à la famille. Sont-elles au rendez-vous ? Est-ce que vous avez réussi votre pari ? Toujours. Alors, dès la première édition, puisqu'on a démarré en 2010 avec Kamojaka, donc on sait très bien que Kamojaka a son public. C'était plus de 2000 personnes au fort. Pour Africa Umoja, on a eu plus de 3000 personnes au fort. Bon, là, on va voir si on bat des records avec Gospel sur la colline. Mais c'est vraiment, c'est le but. Et les familles sont au rendez-vous, surtout pour les ateliers. Ils aiment beaucoup venir, enfants, adultes, s'initier à ces petites pratiques qu'on propose. On aura du hip-hop-ka, technique de de la capoeira, donc c'est dense, hein, mais il faut venir dans les forts et puis se laisser aller et voilà. L'objectif au-delà, c'est de travailler sur l'unité des Guadeloupéens ? Effectivement, c'est comme je disais, faire vraiment de nos différences des forces et faire en sorte que nous soyons dans une communauté de cohésion, de tolérance et de partage. Et c'est vraiment l'esprit de cette édition où on verra à travers les différentes animations qui sont proposées que nous sommes là pour apprendre les uns des autres et grandir ensemble. Oriane et Angélique, merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous connaissez l'application Auto ? Du tout pas. Alors, c'est une Martiniquaise qui a lancé cette application, un porte-monnaie virtuel. Grâce à celle-ci, les personnes porteuses de handicap mental peuvent avoir une plus grande autonomie pour faire leurs courses. On regarde les détails avec Guy-Raphaël René. Atteinte de trisomie 21, Audrey est en train d'enregistrer la somme dont elle dispose en espèces dans l'application qui l'aidera à payer ses achats. D'ordinaire, elle est toujours accompagnée de sa mère dans tout ce qu'elle fait à cause de son autonomie réduite. Mais aujourd'hui, pour les petits achats, elle pourra compter sur son porte-monnaie virtuel. Je vais aller manger, je vais demander à madame,
Je mets un morue de jambon et des poneys. Et après, j'achète un jus et après, je vais aller cavailler. Pour ses premiers pas avec l'application, elle est assistée par sa conceptrice qui est aussi spécialiste des troubles des fonctions cognitives. Bonjour. Bonjour madame. J'ai acheté Pescola. Bien sûr. Otto, OTO, c'est le nom de l'application. Elle est destinée aux personnes ayant des difficultés avec le calcul mental. Une fois le montant de son pain au chocolat enregistré, l'application affiche les pièces à fournir aux commerçants. Elle permet aussi à l'utilisateur de gérer précisément son budget. C'est une application qui dit réellement ce que l'on a dans son portefeuille. Donc si on a dépensé de l'argent de son portefeuille, c'est clair qu'il y a un reste. Et l'application fait des déductions et dit simplement ce qui reste dans le portefeuille, effectivement. Donc lorsque l'on fait un achat et qu'il y a du rendu, l'application va justement permettre de rentrer ce rendu qui nous a été donné par le caissier et la caissière. Spécialiste des troubles cognitifs, Sophie Guiteau encadre des autistes. C'est son expérience avec ce public qui a inspiré son invention. Ces personnes-là, effectivement, par exemple, si on leur demande « donne-moi 5 €, elles vont récupérer 5 pièces tout azimut sans véritablement vérifier la valeur de l'argent. Or, ces personnes-là grandissent, 19, 20 ans, 21 ans, elles vont dans des structures professionnelles où elles gagnent, elles sont amenées à être travailleurs handicapés, elles gagnent de l'argent. Je pense que pour la dignité humaine, pour l'autonomie sociale et personnelle, et puis cet acte citoyen qui est de participer à l'économie d'une société, je pense qu'il est intéressant pour elles de pouvoir faire cet acte tout seul. Moi j'aime bien, moi je suis contente. Oui, moi j'ai déjà payé. Une application 100% martiniquaise développée par l'entreprise Autonomie qui, comme les 460 entreprises du réseau de la Fédération des très petites entreprises de Martinique, a bénéficié d'un accompagnement particulier. C'est un projet qui a beaucoup de profondeur, beaucoup de sens. Et c'est la raison pour laquelle, un projet innovant, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de soutenir Madame Guiteau dans cette belle initiative. C'est également un projet qui a une grande utilité sociétale. Parce qu'accompagner des personnes en situation de handicap, je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui revêt une grande importance pour la société. L'application est disponible gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement. Elle pourrait s'étendre à d'autres publics comme les enfants pour l'apprentissage de la monnaie. Parlons maintenant d'Internet et de ses dangers, notamment auprès du jeune public. En Guyane, un séminaire est organisé en ce moment pour réfléchir aux bienfaits et aux dangers de la toile. Depuis lundi et jusqu'à la fin du mois, de nombreux ateliers et conférences se penchent sur la question. Une mise en garde valable également pour les professionnels de l'enfance. Ayodele Germa, d'ATV Guyane. Je navigue, tu chattes, il publie. Voilà comment se conjugue Internet auprès du jeune public. Un outil d'ouverture sur le monde qui souvent peut comporter des risques graves, tels la radicalisation islamiste. J'ai proposé un atelier particulier sur une forme de prédation qui est véhiculée par le média Internet, par les réseaux sociaux, souvent aussi par certains jeux vidéo, derrière lesquels se cachent des manipulateurs dont le but est de recruter des jeunes occidentaux pour les amener à quitter leur cadre familial pour se rendre sur les sites de combat du djihad, c'est-à-dire l'Irak et la Syrie. Le harcèlement moral est lui aussi facilité par Internet. En un clic, une histoire qu'on voulait secrète est rendue publique. C'est un outil formidable puisqu'il peut justement en un clic nous permettre d'aller à l'autre bout du monde, mais nous ignorons malheureusement que nous laissons souvent notre identité numérique sur tous les sites auxquels nous nous connectons et que ça peut être utilisé contre nous. Nos photos que nous laissons peuvent être maquillées, détournées de leur sens premier. Ce séminaire est aussi destiné à mettre les professionnels de l'éducation à la page. À travers des ateliers pratiques, ils apprennent les notions de traçabilité numérique ou de droit à l'image. Il y a certains points où c'est vrai que ça va très très vite au niveau des outils qui sont utilisés pour Internet. Donc avec les nouveaux
les nouveaux outils comme Snapchat et le dernier, je ne l'ai plus en tête. Donc c'est vrai que ça va très vite et c'est à nous de nous adapter et puis de nous informer pour justement sensibiliser ensuite les élèves, les collégiens, les lycéens dans les établissements scolaires. Le séminaire éduqué à l'Internet responsable se poursuit jusqu'au 28 mai prochain. Restez avec nous dans un instant, démonstration de danse indie avec les jeunes à Sainte-Anne. Et puis nous nous inviterons aux répétitions du pianiste Jean-Michel Lesdel qui entame une tournée en Martinique. Ce matin avait lieu la 10e édition de la Dictée Indie à l'Auditorium de Sainte-Anne. Un plaidoyer pour la promotion des langues indiennes. Qui a remporté le prix? La réponse avec Linda Kayarsi. C'est la 2e année consécutive qu'Anaïs participe à une dictée indie. Je vais dire Namaskar Menisharu Kia Ap Adiapakre. Ça veut dire bonjour, je suis Nisha, est-ce que vous êtes le professeur? Pour Tatiana, c'est une première et elle est prête pour ce nouveau défi de culture indienne. Quand on commence à apprendre, on trouve ça peut-être un peu difficile, mais après, ça va. Moi, je me suis bien habituée et puis ça va super. Comme Tatiana et Anaïs, la plupart de ces collégiens ont opté pour l'option hindi dans leur cursus scolaire. Donc c'est l'écriture Devanagari, donc déjà c'est un gros morceau au niveau de l'enseignement du hindi. Ensuite il y a un volant culturel où ils apprennent les coutumes, les fêtes, les chants, l'hymne, etc. Donc on reprend, je vous expliquais tout à l'heure que les fautes qui coûtent le plus cher, c'est les fautes de conjugaison. C'est-à-dire se tromper entre he et hin, les fautes sur les matras. Des conseils avisés pour réussir cette nouvelle édition de Dictée Indie, la 10e. C'est important pour nous, Guadeloupéens, de préserver cette culture, cette dimension culturelle-là, qui, si initialement elle était d'origine indienne, elle est maintenant devenue guadeloupéenne. Et c'est important que nous nous enrichissions de tout cela. Et c'est cette diversité qui fait justement notre force. Facile. Namaskar, Chotu, Mera Naam, Boris hai, mais Hindustani hoon. Pour cette épreuve écrite, d'environ 1 heure, plusieurs niveaux. Espoir, débutant et intermédiaire. C'est une dictée où on leur donne où on fait des remarques, des observations pour pouvoir progresser et on ne donne pas de notes. Donc en principe, il n'y a pas de... Enfin, ce qu'on craint en français, on craint le 0 en dictée. Bon, ici, ce n'est pas le cas. Hai. Mera naam Boris hai. Dernier mot en hindi, et c'est déjà la fin de la dictée. Elle s'est plutôt bien passée. Les 3 premières étaient assez faciles et puis c'est l'intermédiaire qui était le plus difficile, mais j'ai quand même essayé et on verra bien ce que ça a donné. Des fois, je ne comprenais pas trop bien ce qu'ils disaient au niveau de la prononciation, mais sinon, ouais, c'était plus ça, la prononciation. Mais sinon, j'ai essayé de deviner par moi-même et je me débrouillais toute seule un petit peu. Arrive enfin le moment fatidique, la remise des prix, dont le fameux prix Tulsidas, grand poète indien, remporté par Guillaume. C'est une très grande surprise parce que certes j'avais fait la dictée intermédiaire, mais j'avais même pas mis comme niveau intermédiaire. Donc je suis ému d'avoir ce prix parce que c'est une très grande surprise pour moi. Opération réussie pour le Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes et l'équipe pédagogique du collège de Douville, qui participe activement au maintien et à la transmission des langues indiennes. Et entre 2 dictées, les jeunes en ont profité pour faire une démonstration de danse traditionnelle. On regarde. बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी
il a transformé les cantiques en chants rythmés pour créer une comédie musicale au fort succès. Benjamin Faleras, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Vous êtes l'auteur, compositeur et créateur de la comédie musicale Gospel sur la colline. Alors c'est un spectacle chorégraphique en mouvement, mais également en couleurs. Les Guadeloupéens pourront justement le découvrir le 26 mai au fort d'Elgrès à Basse-Terre et les 28 et 29 mai au Palais des Sports du Gosier. D'abord, que ressentez-vous? Parce que c'est la première fois que vous revenez comme ça en Guadeloupe pour présenter cette comédie musicale, tel un fils prodigue, j'ai envie de dire. Absolument. Enfin, après 2 mois au Folies Bergères, enfin à Paris, c'est pour moi un vrai honneur de venir dans mon pays, dans mon île, présenter ce spectacle qui s'appelle Gospel sur la colline, effectivement. Alors, quelle est l'histoire de Gospel sur la colline? Gospel sur la colline, c'est de la tolérance, c'est du partage, c'est du bien vivre ensemble. C'est l'histoire d'un révérend qui, en pleine année de ségrégation, en 54, a l'idée saugrenue de faire une église qui soit ouverte aux blancs et aux noirs, ce qui est déjà à la base un petit peu risqué. Risqué, voilà. Et donc on se rend compte que à travers des histoires de destin croisé, histoires d'amour, etc., on est dans un spectacle qui, au départ, a fait tiquer tous les grands médias français parce que, ils n'y croyaient pas. Et au final, on est le spectacle qui a reçu le plus de, de bonnes critiques. Et donc, effectivement, tous les grands médias se sont accaparés de ce spectacle, de cette comédie musicale, et qui fait qu'on est le spectacle qui a eu le plus de taux de bonnes critiques. Alors parmi les artistes qui seront sur scène, on l'a vu tout à l'heure, Firmin Richard, la comédienne Firmin Richard, des chanteurs comme Dominique Magloire, révélé dans The Voice, l'émission The Voice, ou encore Jean-Luc Guizonne, révélé dans Star Academy 5. Mais il y aura également des artistes locaux que vous avez auditionnés. Comment ça s'est passé le casting? Oui, parce que le conseil départemental de la Guadeloupe est venu voir le spectacle au Folies Bergères par l'intermédiaire de Oriane que vous avez reçu précédemment. Et donc, on a été surpris d'être le spectacle qui a été sélectionné pour venir en Guadeloupe dans le cadre de l'abolition de l'esclavage. Et donc, le conseil a voulu effectivement qu'on ait des artistes locaux qui puissent participer avec nous dans le spectacle, dans le cadre de l'échange comment dirais-je? Dans le cadre des échanges. Mais ils sont 12, je crois, c'est ça? Ils sont 12, mais ils sont très talentueux. Franchement, je venais en Guadeloupe parce que je savais qu'il y avait du talent dans le théâtre, dans la danse, dans la chanson, mais on a été surpris de voir le niveau. Et d'ailleurs, on va regarder un court extrait justement de Gospel sur la colline. On regarde ça. L'un sera pris, l'autre laissé, pour n'avoir payé le prix de l'égalité. On est venu chanter l'amour, celui qui nous tient par la main, venu partager en ce jour l'amour du prochain qui vit en chacun de nous. Il y a un feu de joie, Nous sommes venus partager l'amour. Est-ce une ode à l'amour? Absolument, c'est une ode à l'amour, c'est un témoignage, c'est vraiment le spectacle qu'on n'attendait pas et qui a fait un vrai carton à Paris et que nous sommes fiers de venir présenter dans notre île en Guadeloupe. Ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure, c'est que je crois que ces jeunes repartiront avec vous, les 12 jeunes sélectionnés justement en Guadeloupe. Oui, parce qu'on s'est découvert, on a découvert des talents vraiment, et comme le spectacle va continuer à Paris en fin 2017, il y a quelques-uns d'entre eux qu'on va repartir avec, dont on va emmener avec nous à Paris. Alors vous serez le 26 mai au Fort d'Elgrès à Basse-Terre, et les 28 et 29 mai au Palais des Sports du Gosier. Vous l'avez dit tout à l'heure, votre premier succès c'était en 2012 au Casino de Paris, puis aux Folies Bergères. C'est une vraie reconnaissance au niveau national, les fruits de 10 ans de travail. Comment vous en êtes en arrivé là?
Mais disons qu'enfin, vous savez, enfin, au niveau national, nous, en tant qu'Afro-Caribéens, en tant que Guadeloupéens, on ne nous attend pas à ce niveau-là. Et donc, ça a été effectivement une quête, une vraie quête, pour pouvoir imposer une troupe de 46 personnes sur scène, des Noirs sur scène. Ça ne s'est jamais vu à Paris. Donc, ça a été effectivement très, très laborieux. Mais on y est arrivé. Et maintenant, on vient dans notre pays, dans notre île, pour proposer ce spectacle. Benjamin Falleras, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Est-ce que vous connaissez le pianiste Jean-Michel Lesdel? Il est invité au festival Lamentin Jazz Project en Martinique. Il a formé un trio, accompagné de Jérôme Castry aux percussions et d'Éric Delblond à la basse. Nous les avons rencontrés avant leur départ, le début d'une longue tournée. Nathalie Dinan, Patrick Curie. Jean-Michel Lesdel au piano, Jérôme Castry à la batterie. Il manque le troisième acolyte, Éric Delblond, aux portes de la Guadeloupe. Les hommes sont en répétition. Demain soir, ils seront sur la scène du Lamentin Jazz Project, un festival international incontournable dans le calendrier des scènes musicales de qualité. Beaucoup de fierté en tant que Guadeloupéen de pouvoir aussi percer dans un festival, on va dire, qui a déjà fait ses preuves. 14 ans pour un festival, on va dire, c'est presque l'âge de la maturité, donc c'est déjà un festival qui est reconnu. Et pour ce pianiste, organiste, arrangeur très éclectique, c'est l'occasion de présenter son double album Vision. Composé d'une vingtaine de morceaux, il navigue entre la musique populaire et le sacré. La version festival sera particulière. L'orchestration à la base de l'album est beaucoup plus élargie, avec des cordes, des chœurs, des chants et tout. Mais là, on va faire le même boulot, mais cette fois-ci en trio. Accompagné de musiciens talentueux qui tournent en général à Paris et en Europe, Jean-Michel Lesdel livre des œuvres influencées par des collaborations aussi diverses par le genre que par les personnalités. L'objectif de ce trio est d'exporter sa musique, participer à des festivals. Les choses n'étant pas faciles aujourd'hui pour les festivals, surtout en termes de budget, surtout en termes de... C'est pas toujours simple. Le Jazz Lamentin Festival de Martinique est déjà un festival à connotation internationale, donc cette ouverture, elle se fait. Donc on est patient, je suis patient. Et je laisse les choses se faire, tout simplement. Jean-Michel Lesdel n'a pas bouclé un projet que d'autres sont en attente. Ce pianiste forme des génies, accompagne les chanteurs et multiplie les expériences. À vos stylos maintenant pour quelques informations pratiques. Faites des réserves d'eau. Si vous habitez à Saint-François, il y aura des coupures dans de nombreux quartiers de Saint-François de dimanche jusqu'à lundi. Et également à Sainte-Anne, au Bourg, à Dupré, Saint-Étan et également à la Désirade dimanche avec un retour à la normale prévu le lundi en début de matinée. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.